va apprendre la masturbation à vos enfants. Panique morale. Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Pour ne pas nous laisser avoir par les paniques morales créées de toutes pièces par les réactionnaires, nous avons besoin de débunker les fake news, mais surtout de comprendre comment et pourquoi ces paniques morales fonctionnent. C'était tout le sujet d'une table ronde que j'ai animée avec Léane Alestra et Maëlle Lecor en décembre, lors de la soirée Out la Prom, une fête sur le thème du bal de promo organisée par l'AJL, l'association des journalistes LGBTQIA+, dont j'ai fait partie et qui fait un boulot génial, vraiment suivez-les sur Instagram ou par leur newsletter. C'était tellement intéressant que j'ai décidé de la diffuser ici sur Paillettes et Préjugés, pour introduire les 2 prochains épisodes du podcast, qui aborderont l'éducation sexuelle des enfants de façon concrète, à l'école et à la maison. La table ronde, c'est maintenant, et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. On parlera des parties intimes des enfants, notamment avec Charline Vermont, que vous connaissez probablement pour son compte Instagram Orgasme et moi, et pour son guide incontournable Corps, Amour, Sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser. Bonne écoute! Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette table ronde exceptionnelle, dans le sens très littéral, puisqu'elle traite d'un sujet rarement exploré, rarement traité, l'instrumentalisation des enfants dans les paniques morales réactionnaires. Aujourd'hui, j'ai avec moi Maëlle Lecor, qui est journaliste, autrice, spécialiste des questions féministes et LGBT. Maëlle, tu as écrit l'ouvrage collectif Gwyn et le livre La PMA pour les nuls. Oui, il existe. La PMA pour les nuls en 50 notions, je précise, voilà, parce qu'il y avait un PMA pour les nuls qui existait déjà avant. Et là, tu es en train de préparer un livre que personne n'a lu pour l'instant. Pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas fini d'écrire encore, voilà, donc il n'est pas publié, mais je prépare un livre sur l'éducation à la sexualité, donc l'EVARS aussi, parce que je vais dire beaucoup de fois le mot EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est le sigle désormais en vigueur. Donc voilà, je vais alterner entre le mot EVARS, éducation à la sexualité, un peu de manière pas forcément interchangeable, mais voilà. Et à côté de toi, nous avons Léane Alestra, qui aussi, dans le même style, est journaliste et autrice spécialisée du féminisme et des questions LGBT, Q+, on peut le dire. Et tu as écrit notamment les essais Les hommes hétéros le sont-ils vraiment et Les vigilantes. Et en ce moment, tu es en pleine campagne de crowdfunding pour un nouveau média que tu as cofondé qui s'appelle Problématique. Tout à fait, qui est un média qui va être un média généraliste, mais avec un prisme queer. Et du coup, on est 3 cofondatrices. Donc, il y a Apolline Bazin, qui a été rédactrice en chef de Manifesto 21 pendant 10 ans, plutôt journaliste culture. Aria Méronier, donc, qui est plutôt militante de terrain, donc qui vient plutôt directement des luttes. Et moi-même, du coup, qui vient des études de genre. Donc, ça fait 3 profils, recherche, journaliste culture et militantisme. Quant à moi, je m'appelle Aline Laurent-Maillard, je suis journaliste et essayiste, comme vous, sur les sujets féministes et LGBTQ+, c'est dingue. Et je m'intéresse particulièrement au bien-être des enfants, que j'ai traité notamment dans la série audio Bienvenue bébé et dans le podcast que j'ai récemment lancé, qui s'appelle Paillettes et Préjugés et qui est le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Voilà, voilà. On peut y aller, on peut se lancer, on s'est présenté. Maintenant, ce qu'on pourrait présenter, c'est peut-être le titre de cette table ronde, parce que je sais que il est peut-être un peu compliqué pour certaines personnes. En tout cas, moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais ça veut dire quoi, panique morale réactionnaire? Qui veut se lancer? Ça veut dire quoi? Alors, je peux commencer, si vous voulez, sur qu'est-ce que une panique morale. Donc, une panique morale, ça va être un sujet qui va émerger de façon hyper intense d'un coup, alors que bah, tout le monde s'en fichait il y a 2 minutes 30. Donc, d'un coup, ça devient un sujet très explosif. Et c'est un sujet qui, en général, va être quelque chose qui n'est pas connu, soit sur une communauté qui est très minorisée,
soit sur, un groupe qui est underground ou qui est, dont les habitudes sont méconnues et d'un coup, non seulement la polémique, parce que c'est vraiment une polémique va exploser, médiatiquement, mais aussi, dans l'opinion publique, mais en plus avec, énormément de biais et raccourcis parce qu'en fait, tout le monde va projeter ses propres peurs sur ce sujet-là et donc du coup, dans la panique morale, qui n'est pas forcément que réactionnaire, il peut y avoir des paniques morales à gauche, enfin, je veux dire qu'il vient pas toujours des milieux réactionnaires, mais ça peut être aussi des paniques morales à gauche, qui existent. Même dans nos communautés LGBT, on peut avoir des paniques morales, entre nous, par exemple, des paniques morales de mecs gays sur, les femmes trans, enfin voilà, il peut y en avoir. Et chaque année, sur tel groupe a le droit de manifester pendant la marche des fiertés, ou tout d'un coup il y a un débat qui sort dont on n'avait pas entendu parler le reste de l'année. Oui, complètement. Après des fois, c'est des débats qu'on arrive à faire émerger dans le débat public, mais là où on voit vraiment que c'est une panique morale, c'est quand, c'est quelque chose qui part dans des affects, de peur, de colère et qui, fait que tout le monde commence à donner son avis à partir de ses propres peurs et de ses propres colères pour parler, en fait, de ses affects à soi et pas du sujet en tant que tel, ni des potentielles victimes réelles ou fantasmées qui, a trait au sujet. Ouais, complètement, je vais rebondir, sur la notion de peur. C'est vraiment l'idée de mobiliser ce sentiment très fort de la peur pour générer de la colère, de l'indignation, du rejet et distiller cette idée que, il y a une menace, il y a un danger, il y a quelque chose, il y a une vraie raison d'avoir peur et il va falloir résister collectivement, et à partir de là, bah, oui, c'est des émotions très, très fortes qui permettent de mobiliser en grand nombre et je trouve ça intéressant aussi que tu rappelles que la panique morale n'est pas par essence réactionnaire parce que c'est un mot qu'on a quand même un peu plus, utilisé. Enfin, en tout cas, on a tendance à l'accoler très facilement. Je ramène ça un petit peu à la question de l'éducation à la sexualité, mais par exemple de dire qu'il y a des, paniques, morales, de gauche ou en tout cas, qu'on pourrait croire, «bien intentionnées» entre guillemets. La question de l'éducation à la sexualité, en fait, depuis, le début, c'est un sujet qui est fondé sur de la panique morale, en fait. C'est-à-dire, la peur, que les jeunes, fassent n'importe quoi. Tout simplement. C'est-à-dire, les jeunes et la sexualité et ben, forcément, c'est un mélange un peu explosif et on décide de faire de l'éducation à la sexualité parce qu'il y a besoin de faire du contrôle, de faire de la surveillance, sur cette population. Voilà, ça, c'est une panique morale. Mais pour l'instant, bah, on se dit que l'éducation à la sexualité, pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose de notif. C'est pas forcément en tout cas, parmi les personnes progressistes, je pense qu'on est un peu entre nous aujourd'hui. Voilà, c'est pas quelque chose de mauvais, mais il y a forcément un biais, il y a forcément, une idée de contrôle, de surveillance qui est assez latente quand on parle d'éducation à la sexualité. Mais ouais, non, voilà, je pense que c'est important de rappeler cette idée de peur, notamment parce que, je pense par exemple à la Manif pour tous, il s'agissait pas de dire, «On a peur de ce qui peut nous arriver si, les homosexuels ont le droit de se marier». C'était pas ça du tout la question. La question, c'était de dire: «Si les homosexuels ont le droit de se marier, ça veut dire que la société court à sa perte, en fait». Ça veut dire c'est mobiliser des idées très, très fortes comme ça veut dire que c'est une menace, ça veut dire que les valeurs fondamentales qui forgent le vivre ensemble, l'équilibre de notre société, vont vaciller en fait et ça, c'est des idées, très, très fortes qui peuvent trouver un écho, chez des personnes qui vont se dire: «OK, il faut qu'on réagisse» et la panique morale, bah, elle grossit, elle s'amplifie de cette manière-là. Et j'aurais même tendance à dire que parfois il y a une peur du déclassement ou une peur de perdre la figure, pardon, la peur de perdre le fait d'être au centre du sujet qui se joue dans la panique morale et qui a envie de remettre du contrôle et de la domination en fait, mais tout en le justifiant par le fait de dire je suis vraiment préoccupé, etc. Et ça, je pense que c'est très important parce que dans la panique morale, il y a souvent cette idée de vouloir reprendre du contrôle sur le récit en impulsant soi-même une panique pour ensuite, et c'est là où ça devient très souvent réactionnaire pardon, pour pouvoir ensuite justement modeler un agenda réactionnaire par cette panique qui a été provoquée. Mais je pense que c'est important de comprendre, bah, par exemple, dans la panique morale autour du mariage pour tous, il y a cette idée que le mariage hétéro, du coup, ne va plus être ce sacrement qui permet de passer des étapes importantes et qui permet une grande reconnaissance sociale, et donc que ça va être dévalué socialement. Et ça fait craindre de perdre des repères dans la société et plus que des repères, évidemment, des privilèges. Donc là, se rejouent les paniques morales réactionnaires. Donc effectivement, on a un super exemple de panique morale. Maëlle, tu as déjà un petit peu commencé à nous parler de l'EVARS. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est l'EVARS et de quoi les gens ont peur et quel est le grand méchant loup qu'il faudrait tuer sur place? Alors, donc l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est
Le nouveau sigle en vigueur pour parler de l'éducation à la sexualité et contrairement à ce que, les mouvements réactionnaires, qui s'y opposent voudraient faire croire, c'est pas du tout un sujet récent. Il y a une loi, depuis 2001 qui impose qu'il y ait 3 séances, d'éducation à la sexualité, donc d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, par an, par niveau de classe, depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée. On s'est aperçu depuis un certain temps, hein, déjà que cette loi n'est pas vraiment appliquée, c'est-à-dire que ces 3 séances, elles sont pas effectives. Il y a beaucoup d'élèves, qui sortent de l'école, après le bac et qui n'ont pas eu, l'ensemble de ces séances. Ils en ont eu une petite partie parfois, par chance. On va dire, quelques séances au collège, par exemple en cours de SVT. Peut-être un peu plus aussi au niveau du lycée, mais en tout cas, c'est loin d'être appliqué de manière générale. L'éducation à la sexualité, peut-être faire un petit rappel sur ce que c'est, sur ce que ça recouvre. Bah, c'est par exemple, tout ce qui a trait, à la connaissance du corps humain, ça peut être, tout ce qui a trait à la contraception, c'est aussi, la lutte contre les stéréotypes de genre, donc c'est un champ extrêmement large et qui depuis le début de l'année 2025 est, bordé grâce à un programme scolaire ce qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire qu'on avait une obligation dans la loi, de 2001 que ces trois séances annuelles soient appliquées, mais sans directive, sans, des guidelines pour les enseignants, pour pouvoir les appliquer. Donc on était un peu sur cette situation un peu paradoxale et la proposition qui a été faite pour que cette loi soit réellement appliquée, c'était de mettre en place du coup un programme scolaire qui aille de la maternelle au lycée qui soit aussi séparé entre, 2 troncs, distincts. C'est-à-dire d'un côté les VAR, l'éducation à la vie affective et relationnelle pour le premier cycle, donc c'est-à-dire la classe de maternelle et les classes de primaire et les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, à partir du collège et jusqu'à la fin du lycée. Je résume très, très grossièrement, peut-être qu'on peut y revenir plus tard si jamais il y a des questions, plus précises, mais en tout cas voilà, je borde un petit peu ce qu'il y a par rapport à l'éducation à la sexualité. Ta question était: pourquoi ça pose un problème? C'est Pourquoi tout ça à fait pose ma encore un question. problème? Bah, c'est intéressant parce que l'éducation à la sexualité, en fait, moi, ce dont je me suis aperçue depuis que j'ai commencé à faire des recherches et à mener des entretiens autour de ce sujet, c'est que on pourrait croire que c'est un sujet qui fait globalement consensus dans la société. Et c'est vrai, hein, globalement, les sondages sont plutôt en faveur de l'éducation à la sexualité. Très largement. Là, je reprenais un peu des sondages. Par exemple, il y a un sondage de 2022, qui est quand même relativement récent. On est à 85% de personnes qui sont favorables à l'éducation. 87, je crois. 87% des personnes qui sont favorables à l'éducation à la sexualité. 85%, je reprends mes notes. On est à 85% qui pensent que l'éducation sexuelle qui est faite à l'école est complémentaire de l'éducation sexuelle qui doit être faite dans les familles. Donc on est vraiment plutôt sur des choses assez positives. Il y a aussi un quart des répondants qui estiment que l'éducation sexuelle n'est pas suffisante à l'école. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez soutenu, assez plébiscité dans la société. Pourtant, c'est encore quelque chose qui fait relativement peur et qui fait pas juste peur parce qu'il y a des courants réactionnaires qui disent: «Non, surtout pas, il ne faut surtout pas parler de ces sujets-là aux enfants», mais globalement parce que c'est une matière un peu touchy. Je parlais tout à l'heure de l'idée de panique morale, vis-à-vis de la sexualité des jeunes. C'est quelque chose qui est finalement qui fait assez consensus, qui fait assez tabou. Oui, parce que là, pour le coup, on disait de gauche, de droite. Moi, je travaille pas mal sur la Mmh. sexualité et chaque année, je vois qu'on a une nouvelle panique parce qu'il y a une nouvelle étude qui dit que les jeunes n'ont pas assez de rapports sexuels et c'est catastrophique. Avant, Ouais, ils en avaient trop, maintenant, ils en ont pas incroyable, assez. nouvelle panique morale. C'est Voilà, jamais les suffisant. jeunes s'ils baissent trop, c'est un problème et s'ils baissent pas, c'est aussi un problème. S'ils baissent trop tôt, c'est un problème et s'ils baissent trop tard, c'est aussi un problème. Donc vraiment, on en a jamais fini avec la sexualité des jeunes. Donc voilà, c'est toujours regardé avec beaucoup de suspicion et avec l'idée que ça va créer du danger. Après, la question de l'EVARS aussi, c'est qu'elle touche pas seulement à la question de la jeunesse, de l'adolescence, elle va s'adresser aussi aux enfants. Et à partir de là, on a un problème, c'est-à-dire qu'on parle d'éducation à la sexualité. Qu'est-ce qu'on met tous individuellement dans le mot sexualité? Je ne sais pas si on met tous la même chose, mais en tout cas, si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que l'éducation à la sexualité, il y a des parents qui juste vont imaginer que par le terme éducation à la sexualité, on va faire un apprentissage de l'acte sexuel à leurs enfants. C'est très simple, hein, c'est vraiment assez basique, hein, il y a vraiment pas de nuance. C'est-à-dire que sexualité égale acte sexuel. Donc ça veut dire qu'on va plaquer l'idée d'une sexualité adulte dans un programme scolaire. Et évidemment, à partir de ça, c'est très facile de créer de la panique morale. Et c'est ce dont s'emparent très facilement des courants réactionnaires. On l'a vu, la Manif pour tous qui a fait son petit rebranding, qui s'appelle désormais le syndicat de la famille. C'est très malin, parce que ça fait quasiment oublier leur petit background homophobe, sauf que bon, en fait, il a absolument pas disparu. Et aujourd'hui, il y a une dénonciation des Lévars par certains courants qui sont réactionnaires, mais qui ne le sont pas tous, hein. C'est pas les anti-Lévars, c'est pas complètement homogène. Il y a un peu des courants.
Voilà, ils sont pas tous. Il y a des hémoristes, certes, il y a les parents vigilants de Reconquête, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, il y a un petit éventail, mais on Il y a pourra les peut-être le voir. anti-vax Il y a aussi. des anti-vax, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des complotistes, il y a un peu de tout. Voilà, c'est un peu une grosse. Et tout le monde s'entend pas forcément très bien en plus. Donc voilà, c'est assez intéressant de regarder comment ces groupes-là évoluent. Mais le fait est, c'est que malgré que ça fait consensus, c'est des groupes qui quand même ont un pouvoir de nuisance. Je sais, j'ai du mal à mesurer encore leur pouvoir de nuisance parce que là, on a eu à une année un peu charnière où le programme est en vigueur pour la première année scolaire. Donc pour l'instant, le principal problème de ce programme, c'est qu'il manque de moyens financiers et humains pour fonctionner. Après, oui, effectivement, il y a des groupes qui se mobilisent de manière très locale, mais qui ont finalement assez peu de caisses de résonance médiatique, contrairement à ce qu'on a pu voir par exemple avec les ABCD de l'égalité en 2014. J'avais très envie que tu m'en parles. On peut revenir sur les ABCD de Et 2014. notamment la panique autour, tu disais, des actes sexuels adultes. Voilà, on va apprendre la masturbation à vos enfants. Oh, Euh, je reprends. Donc les ABCD de l'égalité. Les ABCD de l'égalité, on peut pas qu'est-ce que c'est? comprendre si on remonte pas en arrière, je crois, sur cette histoire. Comment? On peut pas trop comprendre si on remonte pas en arrière sur cette histoire. Ouais, je pense que vraiment la manière dont on conçoit les VARS aujourd'hui, elle prend ses racines à ce moment-là. Même s'il y a des choses un peu, voilà, évidemment, ça sort pas nulle part en 2014 parce qu'il y a le mariage pour tous juste avant, mais je pense que le fiasco, parce qu'on va devoir l'appeler comme tel, le fiasco des ABC de l'égalité en 2014, il donne le là un peu à la peur latente qui règne encore aujourd'hui et qui influence beaucoup la mise en place du programme scolaire des VARS, en fait. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Ce qui se passe en 2013-2014, c'est que l'éducation nationale décide de mettre en place un programme expérimental qui est fait pour promouvoir l'égalité filles-garçons, pardon, l'égalité filles-garçons et la lutte contre les stéréotypes de genre. Donc l'attention est plutôt louable. Et l'idée, c'est de tester ce dispositif sur 10 académies sur l'année scolaire 2013-2014. Contexte, on sort tout juste du mariage pour tous. Et donc la manif pour tous et tous les autres ont perdu, vu que maintenant on peut se marier. Du coup, ils se disent que, OK, là, il y a un truc à jouer. Il y a l'éducation. Ils ont gueulé pendant un an, un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Là, l'éducation nationale est en train de faire un truc. Il va falloir qu'on se mobilise aussi. OK. Donc évidemment, forcément, il y a une résistance qui se met en place. Le dispositif des ABCD de l'égalité dans ce programme est testé dans plusieurs académies. Et à partir de début 2014, il y a un début de mobilisation qui est mené par plusieurs groupes différents, et notamment un qui va s'appeler la JRE, la journée de retrait de l'école, qui va être orchestrée par Farida Belgoul, qui est une ancienne militante antiraciste qui, on ne sait trop comment, a fini par se rapprocher d'Alain Soral et a viré d'extrême droite. Un chemin de vie. Bon, pourquoi pas. Et donc, elle crée cette journée de retrait de l'école, c'est-à-dire pour se mobiliser contre c'est même pas un enseignement, hein, c'est vraiment un module justement fait pour lutter contre les stéréotypes de genre et pour favoriser l'éducation, l'égalité filles-garçons, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants puissent jouer à ce qu'ils veulent et expérimenter ce qu'ils veulent dans la salle de classe, c'est-à-dire éviter de genrer par exemple certaines activités, etc. et favoriser la représentation des femmes dans les histoires, dans les exercices, etc. Ouais, Donc, c'est des choses. on parle de femmes pompières, de Ouais. parler de femmes pompières et laisser les garçons se déguiser avec des robes s'ils ont envie, quoi. On est sur des choses assez inoffensives, hein, en vérité. Donc voilà. Cette JRE est mise en place, c'est-à-dire on a des opérations de tractage, mais majoritairement des boucles de mails et des boucles de SMS qui sont envoyées aux parents et qui véhiculent des fake news. Hein. On est vraiment sur une campagne de désinformation, des fake news à base de on va enseigner la masturbation à vos enfants. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, qui serait d'accord à ce qu'on appelle la masturbation à son enfant en classe de maternelle, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez un moyen d'agir, c'est une journée par mois, vous retirez votre enfant de l'école. Et c'est devenu la JRE, la journée de retrait de l'école. Ça marche un peu. Au final, quand on regarde à quel point cette journée-là a été suivie, ça marche pas tant que ça. Ça touche quelques écoles, mais il y a quand même un bruit de fond médiatique et on est sur une séquence sociale et politique où sort du mariage pour tous et les anti-égalités en fait sont sur les dents. Enfin vraiment ils veulent tout faire pour justement gagner sur cette bataille-là. Et ce qui se passe c'est qu'à partir de mars ou avril,
je sais plus la date, mais en tout cas, on arrive au printemps 2014 et là, il y a un petit moment de bascule, c'est-à-dire que, une vidéo est publiée sur Facebook et elle tourne beaucoup et dans cette vidéo, on a une maman d'une école, à jouer les tours, qui dit une prof de maternelle, a, déshabillé 2 enfants dans la classe et les a, incités à se toucher et à se masturber. Cette vidéo tourne beaucoup, tourne énormément et au point que l'institutrice en question se retrouve, menacée de mort, son adresse est révélée et cetera. Donc ça prend des proportions, assez dingues qui aujourd'hui, trouvent aussi un autre écho quand même. Au point qu'elle je crois il me semble qu'elle a démissionné, en tout cas elle a changé d'école et il me semble, je ne vais pas trop m'avancer, mais il me semble qu'elle a cessé d'exercer aujourd'hui. Donc voilà, ça a pris de telles proportions et au point que même si la JRE avait été finalement assez peu suivie, la force de frappe médiatique a été telle que, fin de l'année, le ministère de l'Éducation nationale dit: «On arrête ce truc-là, l'an prochain, on va faire un plan d'action, sur l'égalité filles-garçons, un truc un peu plus soft et cetera. On arrête ce truc de l'ABCD». On aurait pu s'en tenir là, mais ce recul-là, il va vraiment marquer les esprits et il va notamment marquer les esprits du côté de la communauté pédagogique. C'est-à-dire que du côté, des enseignants, hem, ils ont peu été soutenus et de fait, ça va créer un terrain un peu latent, je pense, de voir que la défiance entre les familles et eux, créait autant de friction et faisait que derrière, bah, l'éducation nationale n'a pas assuré, en fait. C'est intéressant parce qu'il y a aussi un rapport, un espèce de bilan qui a été fait par l'inspection générale de l'éducation nationale pour dire, comment ça s'est passé ces ABCD de l'égalité. Pas très bien du coup, mais qui pointe un petit peu les erreurs qui ont été faites dans ce dispositif qui vraiment sur le papier, bah, c'est plutôt bien lutter contre les stéréotypes de genre. Sauf qu'en fait, il y a eu des erreurs, qui semblent assez, peut-être anodines, mais en fait, bah, ça crée aussi de la défiance vis-à-vis des parents et je pense que cette défiance vis-à-vis des parents sur un sujet aussi sensible que la sexualité, on n'en est absolument pas sorti et quand, par exemple, ce rapport pointe que, appeler appeler les ABCD de l'égalité un dispositif expérimental pour les classes de primaire, bah, peut-être que ça, c'était une erreur, en fait, parce qu'aucun parent n'a envie que, son enfant fasse les frais d'un dispositif expérimental. Peut-être aussi que le mot «genre» qui avait été brandi par, la Manif pour tous pendant 1 an avant, était pas forcément le plus adapté parce que, moi, à titre personnel, par exemple, j'identifie ce qu'est un stéréotype de genre. Je pense qu'on est plutôt assez nombreux à identifier ce qu'est un stéréotype de genre. Après, expliquer, pourquoi c'est pas bien les stéréotypes de genre, ça prend un peu plus de temps. Et je pense que ce travail-là de pédagogie n'a pas été fait en direction des parents. Maintenant, il va falloir réparer parce que 10 ans après, on est encore sur des tensions vis-à-vis de l'EVARS et on n'est pas vraiment sorti de ça encore. Je voulais juste que tu nous dises concrètement, donc là on a vu que la première panique morale sur ce sujet de l'époque contemporaine, ça a mené à la fin du programme. 10 ans d'attente pendant lesquels tous les profs ont été tétanisés. Et là, concrètement, la panique morale qu'il y a eu, c'était printemps dernier, je crois, lorsque le programme a été voté, a eu quel effet? Quelles ont été les conséquences sur les enfants? Sur le programme qui a été Oh. voté, comment ça va les affecter? En termes de panique morale, la manière dont se manifestent les anti et je vais vraiment me focaliser sur les organisations anti-EVARS. Parce que elles sont vraiment très minoritaires, mais elles font du bruit et elles essaient de séduire, d'influencer, tous les parents qui seraient pas forcément très informés là-dessus, qui peuvent être sensibles à ce genre de discours et ou qui ont juste, pas vraiment d'idée de quoi on parle et ça, en fait, il y en a plein. Parce qu'il suffit de dire, «Attention, on va faire ça à vos enfants», quels parents détournent la tête en disant: «Oh non, je m'en fous, en fait». Bah, bien sûr que non, en fait et c'est ça qui est très intéressant avec la question de l'enfance et des paniques morales. C'est que, hem c'est un super joker, en fait. Enfin, si vous dites, «On va s'en prendre aux enfants», bien sûr qu'on vous écoute. C'est une évidence. Donc, là, dernièrement, hem, ils font beaucoup de bruit. Je pense que ça peut prendre à des niveaux très locaux. Médiatiquement, ça c'est pas des discours qu'on entend tant que ça. C'est des discours qu'on peut voir sur RMC, sur CNews, sur Europe 1. Donc on connaît un peu la couleur politique de ces chaînes-là. C'est des infos qui sont reprises sur le JDD avec des thèmes des tons, très dramatiques et très alarmistes et cetera sur: «Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on va encore apprendre à vos enfants, dans l'école républicaine?» Donc globalement, médiatiquement,
c'est pas encore catastrophique. En termes de mobilisation, moi j'ai en tête en mars dernier, donc le programme vient d'être annoncé. En mars dernier, il y a une tentative de mobilisation, des anti-EVARS qui se disent: «On va faire une grande journée de mobilisation, tout le monde dans la rue» et cetera. Je sais pas si ça vous dit quelque chose parce qu'en vrai ça a été un flop monumental. Mais vraiment quand je dis monumental, il y a des vidéos de leur mobilisation à Paris. Ils sont 100 place, d'Enfer Rochereau. C'est dramatique, enfin c'est minable, c'est profondément minable. Il y a 3 gilets jaunes et 2 complotistes. Enfin c'est vraiment ils sont vraiment nuls et c'est presque un plaisir de les regarder, déblatérer des trucs très bêtes en plus. Enfin c'est voilà. Je vous enverrai la vidéo si vous voulez. Ça dure 4 heures, c'est extrêmement long. Mais tout ça pour dire que, on est très loin des mobilisations mariage pour tous, on est très loin des mobilisations, sur la PMA, par exemple. Donc en termes de mobilisation, tout simplement, on n'en est plus là. Par contre, Mais ça a eu des conséquences sur le programme qui a été voté. sur la manière dont a été fait le programme, oui. Oui, très clairement, parce qu'il suffit de le voir dans la manière donc un programme scolaire, ça met du temps à se mettre en place et donc le Conseil supérieur des programmes, qui est l'instance de l'éducation nationale qui est chargée, de concevoir ce programme, a reçu toute une série, d'associations, de syndicats d'enseignants, pour prendre leurs recommandations sur qu'est-ce qu'on va mettre dans ce programme. Quand on sait que les parents vigilants sont reçus avant certains syndicats d'enseignants pour la conception de ce programme, bon, on peut s'interroger sur, le sens des priorités, par exemple, du CSP. Hem, donc à partir de là, il y a eu plusieurs versions qui ont été présentées. Certaines qui étaient très bonnes, d'autres qui étaient moins bonnes. Le résultat de ce programme, il est, comment dire? Le programme scolaire actuel d'EVARS, il pourrait être mieux, il aurait pu être bien, 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 bien pire. Donc il y a eu des renoncements, parce que parfois il faut savoir, lâcher sur un truc pour en obtenir un autre. Je sais pas, par exemple, pour moi, un des très bons exemples sur un des renoncements qu'il y a eu, et c'est totalement révélateur des paniques morales actuelles sur la question trans, par exemple, c'est le renoncement sur la question de l'identité de genre. C'est, par exemple, on ne parlera pas d'identité de genre avant la classe de troisième. Alors qu'on rappelle que les enfants affirment leur identité de Oui. genre entre l'âge de 3 et 5 ans. C'est à ce C'est-à-dire moment-là que... on a un peu mélangé les termes. C'est-à-dire qu'on a dit identité de genre, c'est comme la transidentité. Non, parce qu'en fait, l'identité de genre, enfin, qu'on soit cisgenre ou trans, on en a tous une. Donc en fait, enfin, c'est juste une question de terme, c'est un peu débile en fait. C'est juste le mot genre en fait qui a posé problème. Identité de genre, ça ressemble trop à théorie du genre par exemple. Donc voilà, on s'est dit: «Oh là là, identité de genre, la troisième c'est mieux, comme ça ils seront c'est presque des ados, donc on peut leur parler ça». Donc on s'est dit voilà, là-dessus par exemple, c'est clairement un renoncement. C'est de dire, je ne sais plus exactement comment c'est écrit dans l'espèce de FAQ de l'éducation nationale, mais en gros, heu, je crois que c'est à peu près comme ça, mais en gros, avant la troisième, les enfants ne sont pas concernés par l'identité de genre. Genre ils en ont pas? Il n'y Enfin, a aucun enfant qui dit je suis un garçon, je suis une fille voilà, à non. l'école Alors primaire. que bon, on sait très bien que les normes de genre, elles s'exercent à l'école, mais dès la rentrée, dès leurs premiers pas dans la cour de maternelle. Donc c'est vraiment voilà, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu des aberrations et en même temps, bah, il a fallu, bah, admettre ce genre de choses et c'est pareil, je pense un petit peu aussi sur enfin, en tout cas, ça fait pas consensus, mais je parlais tout à l'heure de la séparation entre EVAR et EVARS. Le fait d'avoir complètement enlevé le S de le du programme premier cycle, donc c'est-à-dire maternelle et primaire, c'est quelque chose qui fait pas non plus pleinement consensus parce que dire: «Ouh là là, on ne parlera pas de sexualité en maternelle et en primaire», bah, ça peut poser un problème, en fait. Enfin, si on parle pas du tout de sexualité, parce que la sexualité, je le disais tout à l'heure, c'est un programme très large. Comment on peut ne pas parler de sexualité, par exemple, en primaire, quand on sait qu'il y a des enfants qui vont avoir leurs règles en CM2? Et si on ne les a pas informés à l'école, ni potentiellement dans leur famille, ça veut dire qu'il va y avoir un problème, en fait. Donc la sexualité, ça aussi, ça englobe aussi tout ça. Donc voilà, La lutte il y aussi a contre les violences sexuelles faites aux enfants, le concept d'intimité, le voilà. fonctionnement des parties génitales. Et rien que nommer ces parties, en fait, nommer, les parties génitales, ça fait partie des choses qui sont vraiment, encouragées par toutes les personnes, qui font de l'intervention en EVARS. Et savoir qu'on n'a pas le droit de les toucher. Voilà, Scoop. les toucher interdits. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là où, hem, il y a des choses très bien dans ce programme et il y a des choses sur lesquelles bon, voilà, la, mmh,
il y a eu des conséquences justement à ces mobilisations qui certes aujourd'hui sont un peu moins présentes, mais en tout cas, ça laisse une espèce de nappe en fait. Bon, je crois qu'on a vu, on va revenir dessus après sur plein de choses en fait. On va revenir plus en détail. Maintenant, c'est grand temps que Léane puisse prendre la parole. Léane, tu as le micro. Toi, tu as écrit du coup un livre qui s'appelle Les Vigilantes, dans lequel tu expliques la façon dont les femmes sont instrumentalisées, sont utilisées par le patriarcat, avec un P majuscule, je sais pas, genre la main invisible du patriarcat, pour se surveiller et notamment pour influencer la façon dont on élève les enfants. Alors, tu pourrais parler de plein de sujets. Là, on est à cette table ronde particulièrement. On a à côté de nous une experte de l'EVARS, donc je lui ai laissé le sujet. Est-ce que tu peux nous parler d'autres instrumentalisations d'enfants qui ont lieu à l'heure actuelle? Et je pense particulièrement aux enfants trans, intersexes, LGBTQ+, en général. Oui, mais du coup, pour laisser Les Vigilantes, du coup, qui reprend mon travail universitaire sur le fémonationalisme. Le fémonationalisme, c'est l'utilisation d'une rhétorique des droits des femmes à des fins xénophobes, réactionnaires, conservatrices, sécuritaires, etc. J'ai beaucoup travaillé aussi, du coup, sur les mères, notamment la figure des mères dans l'État-nation et qu'est-ce que l'État-nation attend des femmes blanches notamment. Donc Emmanuel Macron attend un réarmement démographique par exemple, mais tout un tas d'autres choses. Nos symboles nationaux sont aussi genrés, avec par exemple Marianne qui a le sein nu parce qu'elle est la mère nourricière du peuple. Et cette figure du coup de réification de la mère, elle est très importante dans l'État-nation et dans les mouvements nationalistes. C'est pour ça qu'il va y avoir donc dans réification, il y a le fait d'objectifier les mères. On va leur dire qu'elles sont incroyables, on va les mettre sur un piédestal, mais en fait pour mieux les exploiter, pour mieux les enfermer dans ce qu'on attend d'elles et des attentes qui sont souvent impossibles et qui, je l'ai déjà dit, passent par leur exploitation. Ça, c'est important pour en venir à la suite sur, du coup, les paniques, morales, autour, des enfants LGBTQIA. Pourquoi? Parce qu'on attend dans l'État-nation des mères qu'elles forment les futurs citoyens et ces futurs citoyens doivent être productifs dans le nationalisme et on veut, pour caricaturer, mais je caricature pas malheureusement, des petits garçons, de classe populaire qui vont aller dans les usines et qui vont aller se battre à l'armée en temps de guerre et qui soient forts et virils et qui ne se plaignent pas de leurs conditions de travail, et des petites filles qui vont devenir maternantes, qui vont être dans le support émotionnel de ces hommes et qui vont elles-mêmes reproduire le corps national avec une moralité qui doit être parfaite, puisqu'il faut que à la fois on sache d'où viennent les enfants qu'elles portent pour assurer une lignée et un héritage, et en même temps, puisque c'est à elles qu'on force la prise en charge de l'éducation des enfants, si on considère qu'elles ont des mœurs olé olé, elles vont donner à leurs enfants des mœurs olé olé, et là, c'est la décadence. Donc, il y a une pression morale qui est exercée très fortement sur les mères, avec bien sûr un cadre hétéronormatif très important. Et donc, on va attendre des mères qu'elles fassent des enfants citoyens, modèles, et on va leur mettre une pression pour ça. Et dès qu'elles dévient, hop, elles tombent du piédestal de la réification et elles deviennent les pires, les méchantes, etc. C'est aussi pour ça que toutes les mères ne sont pas traitées au même niveau, ni tous les enfants ne sont pas traités au même niveau. C'est-à-dire que les mères célibataires dans le respect médiatique sont suspectes, les femmes qui portent le foulard, par exemple, et qui sont de religion musulmane, sont suspectes, et leurs enfants sont vus comme étant forcément de la mauvaise graine ou de la mauvaise graine en devenir. Je parle aussi évidemment des mères lesbiennes, etc. C'est la même chose. Donc il y a vraiment ce soupçon qui se met notamment sur les mères précaires, les mères racisées, célibataires, etc., qui font que leurs enfants eux-mêmes, surtout quand ils ne sont pas blancs, eux, ils n'ont pas le droit à l'innocence. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Dans la domination parentale, tous les enfants ne sont pas considérés de la même manière. Il va y avoir l'enfant blanc qu'il faut sauver des menaces extérieures parce que il est naïf, il est manipulable, il n'a aucune agentivité et donc il faut le protéger de toute richesse et diversité.
société. Il est naturellement de naissance bon et pur et innocent. Exactement. Alors qu'il va y avoir l'enfant non blanc qui, lui, va être, pour reprendre, les termes de Fatima, Wassak, par exemple, qui va être, désinfantilisé et qui va être vu comme un adulte déjà responsable de ses actes dès 3 ans et comme un délinquant un futur délinquant, j'exagère, à peine. Donc ça, c'est important, de le comprendre déjà, cette différence entre les enfants et qui vient aussi, des mères qu'on va juger très fortement et c'est important du coup de comprendre que les 2 sont imbriqués. Là, quand je vous faisais la description, de, l'enfant blanc qui va, être, forcément à protéger par quelque chose de très sécuritaire et de très enfermant et non pas par le fait de lui dire: «Oui, il y a des risques, mais il y a aussi de la richesse» et de lui présenter en fait toute une nourriture et tout un choix différent, de production culturelle, par exemple, voilà. En fait, si vous regardez cette, définition, en fait, des préjugés qu'on a sur les enfants ou des attentes qu'on a sur les enfants blancs, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur les femmes. Le récit misogyne et le récit enfantiste sont extrêmement liés et sont très étroitement liés et même, on pourrait aller plus loin, là, l'exploitation des mères, est imbriquée dans la tutelle qu'on va mettre très fortement sur les enfants. C'est-à-dire que plus on s'attaque aux droits des enfants, plus on s'attaque aux droits des femmes en même temps. Plus on s'attaque aux droits des femmes, plus on s'attaque aux droits des enfants, les 2 sont imbriqués et là où il va y avoir, un pouvoir qui va arriver sur la transphobie, les LGBTQIA-phobie, c'est qu'en fait, pour faire accepter aux mères l'exploitation qu'elles subissent, on va leur laisser bénéficier en échange d'un certain droit, à disposer du corps de leurs enfants et c'est évidemment pareil, pour les pères, mais eux, ils sont moins exploités, donc voilà. Donc on va leur laisser, l'illusion qu'elles ont un pouvoir total ou partiel sur leurs enfants et qu'elles peuvent jouir de ça en échange d'accepter de rester à leur place et à l'exploitation. Donc ce qui peut créer, y compris dans les cultures, monogames dans lesquelles on vit, ce feeling peut y avoir, parfois de certaines mères qui vont vouloir quelque chose de très exclusif avec leurs enfants, dans l'amour qu'elles leur portent et on va avoir du mal à déléguer, par exemple, le travail de care gratuit qu'elles font bénéficier. Parfois parce que justement, elles ont des craintes, de laisser leurs enfants qui sont parfois fondées, parce que malheureusement, les violences, envers les enfants sont extrêmement courantes et parfois elles sont utilisées contre elles pour qu'elles se plaignent pas, qu'elles restent toutes seules et qu'elles s'occupent, des enfants, dans quelque chose qui coûte, pas cher du coup à l'État puisqu'il délègue, tout le travail éducatif, aux enfants et qui fait que les mères restent, assignées à cette exploitation-là. Donc en fait, il va y avoir, chez un certain nombre, de mères, donc en tout cas dans les profils de mères conservatrices que j'ai étudiés, qui avaient notamment des enfants LGBTQIA, qu'elles ont reniés, il y avait, plusieurs choses qui se jouaient. Donc la première étant la peur de perdre un contrôle justement, sur l'enfant, parce que ça voudrait dire que l'enfant a été, en contact avec d'autres réalités que la sienne et donc ça, c'est insoutenable puisque ça veut dire qu'il y a des influences qui ne sont pas des influences parentales et donc que le pouvoir et le contrôle parental n'est pas, totalement, imperméable au reste du monde. Mince et il va y avoir aussi, chez certains parents, mais aussi chez certaines mères, malheureusement, cette idée qu'un enfant qui s'émancipe, du patriarcat ou de l'hétéropatriarcat remet en question, par effet de miroir, vraiment dans cet effet de miroir-là, les choix ou les non-choix plutôt qu'ont eu, la mère et donc parfois, cette idée, suite à un coming out qui émerge souvent, donc dans les témoignages que j'ai eus qui m'ont été rapportés, cette idée que, au moment du coming out, la mère par exemple va dire, «Oui mais en fait moi, je me suis jamais dit que je pouvais ne pas me marier» ou «Je me suis jamais dit que je pouvais sortir avec une fille. Moi aussi j'ai été amoureuse de ma meilleure amie mais en fait, bah, je me suis jamais dit que c'était pourquoi toi tu aurais le droit?» et c'est un petit peu la même chose, donc c'est la politique, les affects du ressentiment qu'on retrouve chez certaines personnes, par exemple, qui sont en mode, tous les jeunes doivent rembourser, leurs dettes, de leurs études, de leurs prêts étudiants puisque moi-même j'ai eu, beaucoup de peine, j'ai beaucoup souffert, j'ai dû rembourser mon prêt étudiant, donc je veux que les autres remboursent aussi leurs prêts étudiants. Donc cette Gros politique du ressentiment est beaucoup utilisée par les paniques réactionnaires aussi. ouais, grosse ambiance bizutage, quoi. Oui, grosse ambiance bizutage, mais vraiment malheureusement, dans une société qui se fascise, les affects du ressentiment, ils sont très, présents et ils sont faciles à utiliser, d'autant plus qu'il y a, chez les parents beaucoup, on leur met dans la tête, qu'il y a, comment dire? Bah, en fait, c'est difficile d'être parent et donc c'est des sacrifices, c'est, parfois du coup de l'amertume, qui pas toujours, mais qui peut exister
Et donc c'est facile ensuite, de créer du ressentiment chez les personnes qui se disent: «J'ai tout bien fait, j'ai été quelqu'un de respectable, j'ai suivi ce qu'on attendait de moi, j'ai suivi le modèle cis hétéronormatif et j'ai peur déjà qu'on me juge comme n'ayant pas réussi à produire un sujet normatif si mon enfant ne suit pas le même chemin que moi. En plus, il me rit au nez puisqu'il remet en cause le modèle auquel j'ai cru et j'ai adhéré et donc là, ça va pas du tout, panique morale puisque du coup, il y a une perte de contrôle sur, un idéal, un cruel optimisme qu'on a eu en suivant ce chemin-là et donc ça peut être et je pense qu'en fait, beaucoup de parents passent par ces questionnements-là suite à un coming out. Pas tous, parce que certains, heureusement, sont déjà sensibilisés, mais chez certaines personnes, ça peut arriver et je pense qu'il y a un moment de vulnérabilité et un moment où certains parents peuvent essayer de chercher des réponses et c'est à ce moment-là où des collectifs, LGBTophobes, vont sur des forums où des parents se posent des questions, donc des forums, pour, parents qui viennent d'avoir un coming out trans ou LGBT de façon générale. Ils viennent les chercher, ils leur envoient des mails, ils leur envoient des SMS, ils prennent leurs contacts, ils les invitent à boire des cafés et en fait, il y a vraiment un processus d'enrôlage qui est fait. C'est proactif, c'est-à-dire que c'est pas juste les parents qui tombent dans la soupe comme ça, c'est vraiment des associations conservatrices, réactionnaires qui vont les chercher pour essayer de les enrôler et en faire des porte-parole. J'avais justement envie que tu nous expliques un petit peu mieux ce qui se passe parce que pendant très longtemps, la panique des parents, ça a été oh mon Dieu, mon enfant va finir homosexuel. Ouh là là. Et là, ces derniers temps, ça a changé. Et donc, la grande panique, c'est sur les enfants trans. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui se joue? Alors, on l'a vu pas mal aux États-Unis, mais particulièrement en France. De quoi les gens ont peur et pourquoi, comment ils s'attaquent aux droits des enfants trans et pourquoi? Bah, déjà, les réactionnaires, ils s'en prennent toujours aux derniers arrivés sur le grand marché des droits. Il faut savoir jusqu'en 2016 en France, une personne qui voulait changer, de genre à l'état civil, devait être stérilisée de force pour pouvoir, changer, de genre. Donc, voilà, en France, c'est très récent quand même, que les personnes trans aient un tout petit peu plus de droits et pas forcément de droits effectifs. Donc ils s'attaquent aux derniers arrivés, sur le marché des droits et à un groupe, toujours, minoritaire et vulnérable, à la fois, économiquement et en termes de représentativité pour ensuite remonter, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont toujours autant homophobes. C'est juste qu'ils se sont dit que maintenant que l'homosexualité semble être un petit peu plus acceptée dans l'opinion publique et encore, hein, on parle de 50 de la population, qui trouve que c'est pas une aberration, alors calmons-nous. Mais bon, voilà, donc c'est plus simple de s'en prendre aux personnes trans puisque c'est un sujet qui est encore, abordé soit de façon très sensationnaliste dans les médias, soit, sous-abordé et donc c'est plus simple puisque c'est plus mal connu, on va dire. Donc ça, c'est la première raison et ensuite, donc derrière ça, il y a toujours cette idée aussi de sexiste de vouloir réassigner les normes de genre, par la transphobie. Donc c'est plus large que juste attaquer, les droits des personnes trans, c'est essayer de réassigner tout le monde, à sa place et voilà. Puis vu qu'ils ont perdu quelques batailles, j'ai oublié la question, La mais question, c'est aussi comment est-ce que cette panique morale, elle prend forme. Et je pense notamment à l'idée, la fameuse idée que ça serait mauvais pour les enfants d'être trans, mmh. comme si déjà c'était un choix, mais notamment parce qu'il y aurait un changement de corps qui serait irréversible, comme si les enfants allaient se faire opérer, allaient être opérés à l'âge de 4 ans et demi. Oui, alors, en fait, le truc, c'est que pour eux, c'est toujours plus simple de dire que c'est pour défendre les enfants, puisque en fait, leur vrai but, c'est d'interdire les transitions tout court, hein. Je pense qu'il faut être, très au clair là-dessus. D'ailleurs, certaines personnes, le revendiquent plus ou moins publiquement. Donc c'est plus simple de dire: «On veut interdire les transitions pour les mineurs» et ensuite, une fois que c'est acté, on élargit. En fait, ils pensent vraiment par paliers. Et aussi, parce que du coup, comme le genre, c'est quelque chose lié à l'identité qui concerne tout le monde et qui concerne quand même, l'organisation et la division sexuelle du travail qui est très importante dans notre société, et bien, tout le monde a son grain de sel à dire, a son mot à dire et par rapport à ses enfants, Et puis, pareil. on peut aussi dire que il y a pour le coup vraiment des campagnes de désinformation ou en tout cas, il y a une mésinformation au sein de la société puisqu'il y a toujours cette idée que, donc je voulais revenir dessus sur les enfants seraient opérés, ça serait irréversible, on va les changer, ils sont trop jeunes pour savoir. Alors qu'en fait, j'en parlais d'ailleurs dans un épisode de Bienvenue bébé, la série que j'ai sortie sur Paillettes et préjugés, avec un témoignage d'un enfant trans.
légalement, en France, les enfants ne peuvent pas transformer leur corps sans raison médicale jusqu'à, je crois que c'est 16 ans, c'est pas exactement 18 ans. Voilà, je vois Maëlle qui hoche la tête. Et donc, pareil, les seuls traitements hormonaux qu'on va avoir, ça va être des bloqueurs de puberté, qui sont justement des traitements qui font en sorte que la puberté arrive plus tard pour que l'enfant ait le temps d'y voir plus clair. Donc, c'est tout l'inverse en fait de ce qu'on accuse le fameux lobby LGBT tout puissant, puisqu'au contraire, l'idée c'est de donner du temps aux enfants et d'attendre que les enfants sortent de l'adolescence et y voient plus clair. Oui, complètement. Oui, et puis en plus, c'est déjà, des traitements pareils où pour les personnes cis, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas qu'on mette, des jeunes garçons, sous hormones quand on considère que leur croissance est trop tardive et donc des accélérateurs, hormonaux pour qu'ils rentrent dans la norme. En fait, Pour c'est en faire toujours des ça, vrais hommes. c'est toujours ça, c'est quand c'est pour rentrer dans la norme, que ce soit les opérations sur les bébés intersexes, ça ne pose pas de problème. Quand c'est pour rentrer dans la norme, que ce soit, pareil de mettre des jeunes filles sous traitement hormonaux pour bloquer ou accélérer, des choses, ça ne pose pas de problème. Du moment où c'est l'enfant qui le décide, là, ça pose problème et il y a, toutes ces paniques morales-là liées effectivement au changement, à la puberté, et au corps. Mais il y a aussi quand on parle avec, les parents, beaucoup l'histoire du changement du prénom, qui revient beaucoup avec cette idée que le parent a choisi l'identité, il a mis son héritage, il a mis tout ce qu'il projette derrière le fait d'avoir une descendance, et cetera, et que l'enfant reprenne une forme d'agentivité, de soin vis-à-vis de lui-même, de volonté d'expression de lui-même. Là, ça pose problème puisque ça remet en cause, le pouvoir, parental aussi à ce niveau-là. Et donc là aussi, ça peut, faire, un petit peu basculer les certitudes et c'est facile après d'être pris par les réactionnaires, en suivant. C'est des enfants qui ne respectent pas l'autorité parentale, Exactement. qui défient les choix parentaux. J'aimerais bien revenir sur un tout petit point, si je puis me permettre. Non, mais c'était hyper intéressant ce que tu disais par rapport aux enfants trans, parce que ça m'a rappelé j'allais dire une réplique, comme c'est pas un scénario, mais une chose qu'elle a dit. Je reprenais le compte rendu des débats au Sénat concernant la proposition de loi qui a été faite pour l'encadrement de l'accompagnement médical des enfants trans, qui a eu lieu en 2023-2024. Bref, c'est récent. Et donc, évidemment, c'est une proposition de loi portée par les Républicains, évidemment. Et parmi tous les sénateuristes qui ont pris la parole, il y a une sénatrice LR, à un moment, qui dit quelque chose qui me semble hyper révélateur de la manière dont on pense les enfants trans, mais peut-être aussi dont on pense la question de l'enfance en général. Et du coup, c'est peut-être là qu'on va pouvoir faire un lien avec ta question. Elle dit en gros, oui, bien sûr, il faut protéger les enfants, mais il faut peut-être aussi les protéger d'eux-mêmes. Et je trouve ça tellement révélateur de cette mainmise, ce contrôle qu'on veut garder, que les parents veulent garder, que l'État veut garder, que la médecine veut garder, et la manière dont on conçoit de manière plus générale la question, la personne de l'enfant, en fait, l'enfant qui n'est pas considéré comme un individu complet, capable qui mériterait qu'on respecte ses besoins, en fait, des besoins fondamentaux. Et à partir de là, parce que dire quand même d'un individu qu'il faut l'aider, qu'il faut le protéger, mais qu'il faut le protéger de lui-même, ça montre quand même qu'il est trop immature, qu'il n'est pas assez complet pour savoir en fait pour lui-même ce qui est bon pour lui. Et à partir de là, je pense que c'est là qu'on peut en tout cas, on arrive sur un conflit de quelle protection de l'enfance on veut aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une protection qui équivaut à du contrôle et à de la surveillance, ou est-ce qu'on veut une protection qui s'accompagne, par exemple, d'information, du respect des besoins fondamentaux, qui soient aussi des besoins d'appartenance, d'identité, d'exploration de soi, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est là qu'on arrive à OK, quel projet de société on fait pour les enfants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met dedans, en fait? Et c'est là que on se rend compte qu'on n'est pas forcément d'accord. Tout le monde, en fait, le truc, c'est que tout le monde veut protéger les enfants. Personne ne veut faire de mal aux enfants. Mais concrètement, protéger, ça veut dire quoi? Et c'est là qu'on n'est pas tous d'accord. Et je pense aussi qu'il y a des sujets où nous, il faut qu'on s'en empare parce que personne va s'en emparer à notre place. Je pense par exemple, j'ai eu beaucoup de discussions avec des libraires qui m'ont toutes remonté qu'elles avaient un gros problème
entre guillemets, c'est que beaucoup de jeunes adolescentes venaient les voir pour consommer de la dark romance. Donc la dark romance, c'est des romans, qui mettent en scène, des fantasmes, de viol, mais aussi des fantasmes très patriarcaux. Vraiment, c'est pas juste de l'érotisme, un petit peu olé olé, voilà, parce que des ados cherchent le frisson. C'est vraiment, de la mise en enfin, quelque chose d'héroïsé, pardon, qui passe par la souffrance des femmes de façon très forte. Et elle me disait qu'elles étaient assez désemparées puisque les ados venaient l'acheter, le faisaient acheter par leurs grands-parents en mentant, en disant que c'était des livres pour l'école, etc. Et c'est vraiment quelque chose que beaucoup de libraires m'ont remonté. Et moi, je suis en mode, il faut aussi qu'on intervienne pour se demander qu'est-ce qu'on fait face à ça, en fait. Parce que oui, il y a des jeunes adolescentes qui ont envie d'avoir un frisson, qui ont envie d'avoir accès à des choses qui soient pas que vanille. Et qu'est-ce qu'on fait de ces adolescentes-là? Est-ce que les féministes ne disent rien, ne font rien, et du coup laissent la porte ouverte à ces littératures qui sont extrêmement patriarcales? Est-ce que on dit que c'est cool qu'il y ait justement une littérature féministe, queer, à destination des ados qui soit érotique, mais dans ce cas-là, qui l'écrit? Qui écrit en tant qu'adulte des fantasmes qui vont être lus par des adolescents? Comment on traite ces sujets-là? Quelles propositions culturelles on met en face? C'est quand même des sujets qui sont pas simples et que je trouve qui sont largement sous-exploités et qui permettent qu'en face, les camps réactionnaires ou patriarcaux ont la mainmise en fait sur le sujet. Et je pense que sur les questions qui touchent là plutôt aux ados, voilà, sur tout ce qui est question lié au porno, à l'accès à la sexualité, au désir, etc., on n'est pas à la hauteur sur ces enjeux-là. Et il faut y aller beaucoup plus et se poser vraiment les questions qui fâchent, quoi. Et aussi, si je voulais revenir quand même pour préciser sur les enfants, l'idée n'est pas de dire que les enfants et les adultes ont les mêmes besoins, qu'il n'y a pas d'un temps d'apprentissage, un temps de soins, qu'il n'y a pas des besoins qui sont différents. L'idée, c'est plutôt de dire en quoi est-ce que l'accompagnement qu'on fait avec les enfants les encourage vers une émancipation et vers en fait le meilleur pour eux et non pas ce qui nous rassure nous et ce qui nous rend confortable nous vis-à-vis du pouvoir et du contrôle qu'on veut exercer sur eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais te faire parler des ABC de l'égalité tout à l'heure, Maëlle. C'est parce qu'on a vu, en fait, ça a créé une vraie peur dans les milieux de gauche de s'exprimer sur ces sujets. Et là, tu en disais, tu le parlais, en fait, c'est des angles morts. Les milieux de gauche ne s'en emparent pas. On a dit, on a sur tout ce qui est Bah, l'enfance, en fait, enfin, la protection de l'enfance. Je trouve que ce truc de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est un peu super bannière de la Manif pour tous, de ces courants réactionnaires, SOS Éducation, etc. C'est le premier, enfin, je reviens sur les verses du coup, mais c'est le premier truc qu'ils disent en fait. C'est vraiment, on est là pour défendre l'intérêt supérieur de l'enfant. Ou est-ce qu'à gauche ou dans les milieux féministes, par exemple, on parle vraiment de l'intérêt supérieur de l'enfant? C'est des termes qu'on emploie assez peu, en fait. Bah, par exemple, j'ai interviewé Claire Bourdi, donc, qui est la fondatrice du collectif Enfantis, parce que j'avais besoin de comprendre, dans le cadre du bouquin sur les verts, justement, j'avais besoin de comprendre un peu, genre, pourquoi cette question de l'enfance, de la protection de l'enfance, bah, elle n'est pas trop présente dans nos milieux, en fait. et d'ailleurs, à tel point que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire enfantiste. Oui. Bah, oui, oui, complètement. Alors, Et bah, l'enfantisme, c'est la j'espère que je vais pas me planter maintenant. Quelle pression. Non, mais c'est la défense de l'intérêt de l'enfant, en fait. C'est la lutte contre les violences, faites aux enfants. Donc on peut aussi qualifier de violence infantiste. C'est ça le problème qu'on a en français, c'est que l'enfantisme et l'infantisme sont des mots tellement proches que parfois on a un peu peur que ça se confonde. L'infantisme, c'est l'ensemble des violences et des oppressions dont sont victimes, les enfants et les adolescents. De manière, enfin, c'est tout ce spectre, en fait. Et donc l'enfantisme, c'est la défense des intérêts de l'enfant, en fait. Je pense qu'on aurait intérêt à mais c'est en train de se faire, en fait. Enfin, je pense que les jonctions entre les combats féministes et les combats enfantistes sont en train de se nouer au fur et à mesure, parce qu'on est aussi dans un moment où il n'est pas possible de remettre un couvercle sur tout le tabou, l'omerta et la présence, en fait, enfin, l'air est irrespirable. Quand on parle des violences faites aux enfants, en fait, on se rend compte qu'elles sont partout et qu'elles sont dans tous les milieux, qu'elles sont dans toutes les sphères. Et en fait, je pense que ça va être impossible de revenir en arrière. On est face à un tel tabou qui est que tout le monde est, en fait,
tout le monde, c'est ça qui est rageant en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas faire de mal aux enfants, qu'il faut protéger les enfants, mais en fait, dans les faits, quand un enfant prend la parole pour lui dire qu'on lui a fait du mal, concrètement derrière, il se passe pas grand-chose, que ce soit, au niveau de la justice, mais de manière, globale en fait dans la société. Donc en fait, on est face à un vrai problème, mais là, on est à peine en train de conscientiser ça. Voilà, je pense que c'est important aussi de souligner que, comme toujours, les enfants non blancs, les enfants intersexes, les enfants en situation de handicap sont les premiers concernés par les violences, faites sur les enfants et donc encore une fois, il y a une intersectionnalité, des violences très importante parce que aussi derrière ça, politiquement, il y a souvent cette volonté de réassigner un statu quo, déterminant pour la vie future des enfants puisque dans l'adultisme, on l'a pas dit, mais il y a aussi toujours considérer le sujet enfant, non pas comme un sujet qui vit sa vie maintenant, mais qui va vivre sa vie en devenir, puisqu'on considère que la vie des enfants n'existe pas et que la vie commence à 18 ans, puisqu'il n'y a que la vie adulte qui est pleinement riche et qui compte. Voilà. Sujet qui est vraiment transversal, puisqu'on a tous été a priori concernés par l'enfance et qu'on en a pour beaucoup souffert vécu aussi une violence d'État en étant enfant. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi, par notamment l'école. Beaucoup d'enfants qui ne rentraient pas dans les normes de genre, de neuroatypie, de racisme, etc., ont vécu de la violence d'État par l'école, par le système scolaire. Ce qui ne veut pas dire que les profs sont forcément des méchants ou que sais-je, mais que le système scolaire crée de la violence sur les personnes minorisées et que certains enfants ont vécu de la violence d'État, de police, notamment les enfants non blancs, très tôt, très jeunes, et que ça marque en fait pour la suite. Et donc, il y a aussi beaucoup de choses à questionner sur la violence d'État et comment on est conditionné à rentrer à accepter le statu quo dès l'enfance en fait. Et le fait de dépolitiser totalement l'enfance, mais aussi d'enlever tout pouvoir politique, toute pensée politique aux enfants, donc de pas encourager le débat politique, de pas écouter en fait les revendications des enfants. Quiconque a déjà fait des ateliers de philosophie ou de politique avec des enfants se rend compte que c'est extrêmement intéressant, très riche, et que les enfants ont des idées, scoop, ont un regard sur le monde, ont des critiques à émettre, et qu'elles peuvent être intéressantes et nous apprendre beaucoup. Voilà. Maëlle, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de ce terme instrumentalisation. Mmh. En quoi les enfants sont utilisés par les adultes? Quel est leur objectif final? Mmh, je vais reprendre peut-être un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que parler de l'enfant, c'est un super joker, en fait, ça fait consensus, ça met tout le monde d'accord, donc en fait, c'est très facile à instrumentaliser, c'est-à-dire que l'enfant, c'est la figure de la pureté, de l'innocence, donc qu'il faut protéger, et à partir de là, on peut faire passer plein de messages. Je pense par exemple, enfin, pour en revenir à l'EVARS, mais je pense par exemple, là récemment, là, il y a le syndicat de la famille qui a fait une campagne contre l'EVARS, Syndicat de la famille, on rappelle. la Manif pour tous, qui a fait une espèce de campagne d'affichage. Alors j'ai l'impression qu'ils ont pas trop mis à Paris, donc je les ai pas vus. En tout cas, je vis dans le 19e arrondissement, donc il y avait pas d'affiche de la Manif pour tous dans le 19e arrondissement. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, je sais qu'elle a été, diffusée dans plusieurs départements en France, et par exemple, vous aviez des visuels avec, des visages très graves d'enfants, et à côté une phrase: «Mon lycée permet aux garçons d'utiliser les toilettes des filles». Voilà, avec un visage très grave comme ça. Heu, c'est drôle quoi. C'est exactement, C'est vrai, non, c'est mais en vrai. fait, voilà, c'est vraiment la réaction que vous devez avoir. Si c'est vrai, c'est très grave. Oh mon Dieu! Au collège, on m'a dit que je ne suis peut-être pas un garçon, et je crois que la dernière, c'est vraiment ma préf. Aujourd'hui à l'école, on nous a lu un conte dans lequel la princesse était un homme. Voilà. Hem, voi voilà, nous, c'est notre réaction, mais visiblement, c'est fait justement pour, ce qu'on disait par rapport au panic button, c'est fait pour créer de l'indignation, en fait, ce genre de phrase, et en fait, les enfants sont, heu, extrêmement, pratiques, pour générer de l'indignation, en fait. Parce que en fait, en soi, c'est pas tant,
c'est pas tant le contenu de la phrase, c'est la forme. Donc vous mettez cette phrase-là avec, une très belle police, très catchy et un fond de couleur et un visage d'enfant grave, bah, ça marche très bien en termes de communication et là-dessus, en communication, bah, je suis désolée, mais nos opposants politiques, ils sont encore, plutôt doués et c'est pénible d'ailleurs. Donc l'utilisation des enfants, elle est, abusive, elle est fallacieuse, elle est outrancière, en fait, elle est terriblement outrancière, mais en fait, elle fonctionne très, très bien. Je pense même que des fois, à mon sens, on devrait savoir s'en inspirer un petit peu, parce que c'est très facile pour eux de dire, «On est là pour protéger les enfants», boum, voilà. «Nous, on veut pas que vous appreniez, aux enfants à se masturber». OK, du coup, bah, derrière, on est obligé de sortir les rames pour dire: «Non, mais en fait, le programme d'Evars, il s'agit pas d'apprendre les enfants à se masturber» et on sort le programme, on sort la page pour dire: «Regardez, là, c'est pas écrit» et cetera. Enfin, voilà, on perd, des heures d'argumentation alors que eux, leur argumentaire, d'une part, il est faux et en plus, c'est en une phrase, donc c'est hyper pratique. Parce qu'il y a les enfants dedans, en fait. Nous, on arrive toujours en pompier parce qu'il faut débunker, leurs fake En news. pompier et en pompière. En pompière évidemment, on descend de la truc là et puis, bon bah mais en fait on est toujours un peu à la traîne parce qu'en fait, en mobilisant la figure de l'enfant, c'est très rapide, c'est très efficace, c'est de l'instrumentalisation complète, c'est de la fake news, c'est de la désinformation, c'est bancal, mais en fait, c'est extrêmement efficace en fait et derrière, bah, débunker une information, bah, ça prend du temps. Ça peut pas être aussi, catchy que ça. Et en fait, c'est notre problème, c'est qu'on n'arrive jamais, de notre côté, du côté des assauts féministes, LGBT et cetera, à arriver sur la table et à poser l'argumentaire qui soit aussi fort, quitte à être un peu, outrancier aussi, mais si on arrive, devant des anti-VAR, c'est à leur dire, «Boum, les VAR, ça sauve des vies». Vous allez faire quoi, en fait? C'est vrai, les VAR, ça sauve des vies. Enfin, moi, je défends vraiment ce principe-là, en fait. Ça veut dire que ça va permettre à des enfants, de prendre la parole, de s'affirmer en tant qu'eux-mêmes, d'être plus autonomes, plus émancipés. Donc oui, allons sur ce genre de vocabulaire, de rhétorique, en fait. Justement parce qu'en fait, jouons leur jeu un peu. Ils instrumentalisent les enfants, je dis pas, instrumentalisons aussi les enfants, non, c'est pas ça. Mais soyons aussi malins, c'est-à-dire que, les VARS, elle est du côté des enfants, elle est du côté de la protection des enfants, elle est du côté de la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. Récupérons ça, en fait. Eux, ils l'instrumentalisent depuis des années. Il faut qu'on trop facile. Mais en tout cas, il faudrait qu'on arrive à récupérer ça. Oui, je pense être à l'offensive et au moins force de proposition, sur les sujets et aussi sur des sujets que beaucoup d'adultes vont se poser, mais où il y a pas forcément, d'espace pour le dire. Parce que, par exemple, les réactionnaires vont beaucoup dire, «Ah là là, on veut apprendre aux enfants à se masturber» et cetera. Mais en fait, énormément, d'adultes se retrouvent, face à un enfant qui va se masturber en public ou qui va, se masturber à la maison et donc beaucoup ne savent pas, n'ont pas eu l'éducation de comment réagir, en fait, face à ce genre de situation qui est vraiment la vie courante. Puisque oui, les enfants se masturbent sans avoir, vu un porno à l'avance, juste parce qu'en fait, ils savent, comment faire, tout seuls. Voilà et donc et en plus, c'est une situation qui est vraiment hyper simple à régler. Il suffit de dire: «Ben voilà, c'est, ton corps, ce n'est pas honteux, tu peux le faire dans la chambre. Si tu as besoin de partir dans un espace, le faire, tu vas le faire dans ton coin, mais c'est à toi, c'est ton intimité, c'est comme aux toilettes, tu fermes la porte, et ben c'est la même chose et il y a pas de honte». Terminé, l'enfant comprend très bien. La conversation a encore duré longtemps comme ça, mais par souci de concision, on va s'arrêter là dans la diffusion. Et ça n'a bien sûr absolument rien à voir avec le fait qu'on ait eu un problème technique. Absolument rien. J'espère que cette discussion vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode sur comment parler des parties intimes avec les enfants. J'y serai accompagnée notamment de la super Charline Vermont, que vous connaissez probablement pour son compte Instagram Orgasme et moi et pour son guide incontournable Corps, Amour, Sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser. Vous venez d'écouter un épisode de Paillettes et Préjugés. Paillettes et Préjugés est un podcast 100% indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui le rendent possible.